Bonsoir à tous. Merci Elisabeth de vos mots d'accueil et de bienvenue. Merci à tous de m'avoir invité ce soir devant ce club des anciens de 3 maisons prestigieuses que j'ai beaucoup croisé dans ma vie, mais je dois vous confesser que c'est la première fois que j'entre dans le bâtiment de l'école des mines. Donc pour moi c'est un moment très fort, très émouvant. J'ai fait le tour, je suis allé voir le magnifique petit jardin que vous avez là derrière. J'ai compris d'ailleurs qu'il y avait des chambres, c'est ça, pour les... Non, pour les étudiants ou... Non, ce ne sont pas des chambres. Non, bon. Bien, donc merci de m'accueillir. En qualité au titre de l'Institut français des administrateurs, nous avons créé cet institut en 2003, à un moment où en France il n'y avait pas encore, d'associations professionnelles ou d'instituts accueillant les administrateurs d'entreprises et leur offrant tous les services, formation, information, publication, échange de bonnes pratiques, etc., qu'ils peuvent attendre pour exercer au mieux leur fonction d'administrateur. Donc c'est l'objet de notre institut, être un centre de promotion, de diffusion des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise, d'une part, et d'autre part, mettre à la disposition de ceux qui exercent des fonctions, j'allais dire un métier d'administrateur, de le faire de la manière la plus professionnelle et la plus efficace possible. Nous regroupons aujourd'hui un peu plus de 2000 adhérents dans notre institut, ce qui fait de l'Institut français le deuxième institut d'administrateurs en importance, par son importance, en Europe, derrière l'Institut britannique des administrateurs qui a été créé en 1905, lui. Donc 2000 membres. Au départ, il y a 6 ans, quand on a créé l'IFA, quand on parlait de gouvernance d'entreprise, on s'adressait surtout aux grandes sociétés privées cotées à large actionnariat. C'était un peu le point de départ, le point d'entrée de la gouvernance d'entreprise en France. Et puis on a vu venir à l'IFA, et nous les avons accueillis avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, des administrateurs venant d'autres types d'entreprises et d'autres organisations. Le monde des PME, patrimoniales, familiales, les entreprises issues ou qui appartiennent à l'univers du capital investissement, entreprises publiques, bien sûr, on travaille avec la plupart des grandes entreprises publiques et avec l'Agence des participations de l'État, mais aussi le monde mutualiste et coopératif qui pèse très lourd en France, comme vous le savez sans doute, en particulier dans la finance, dans la banque, dans l'assurance, dans la prévoyance. Et puis la dernière vague qui nous rejoint depuis 2 ans, les administrateurs du monde des fondations et des grandes associations, en particulier ces associations qui font appel à la générosité du public et qui collectent, qui gèrent des budgets parfois considérables. Nous travaillons en ce moment, pour vous donner un ou deux exemples, avec la Croix-Rouge française, avec l'UNICEF, et je suis moi-même administrateur de plusieurs fondations, dont
la fondation que le Crédit Agricole vient de créer avec le prix Nobel de la paix, Yunus, pour développer dans le monde la microfinance. Voilà donc ce qu'est l'IFA et la mission qui est la nôtre. Alors, un mot sur la gouvernance d'entreprise avant de mettre en perspective les enjeux actuels de la gouvernance d'entreprise en France, en Europe et ailleurs, dans le contexte qui est le nôtre, celui d'une crise économique et financière qui est la plus profonde qu'on ait connue depuis 60 ans, et une crise dont, pour l'instant, il est très difficile d'anticiper ou de prédire l'extension et la durée. En tout cas, je ne le ferai pas parce que j'estime ne pas avoir les éléments d'analyse pour vous dire, comme certains commencent à le faire, la sortie de crise, c'est pour début 2010, c'est pour fin 2010, c'est pour 2012. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, voilà, il s'agit d'une part pour nos entreprises et nos organisations, de manière plus générale, de traverser cette zone de tempête dans les meilleures conditions possibles. Et puis, surtout, il faut y travailler dès maintenant, préparer les conditions de sortie de la crise, et en particulier sur le terrain qui nous occupe ce soir, celui de la bonne gouvernance d'entreprise. Alors, un mot de définition, enfin, je parle devant un public d'initiés. La gouvernance d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est le système de direction et de contrôle de l'entreprise ou de l'organisation. Et la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est la recherche du système de direction et de contrôle qui concilie au mieux l'efficacité de la gestion. Une entreprise doit d'abord et avant tout être performante, et la prise en compte de ce qu'attendent de l'entreprise tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes de l'entreprise, les actionnaires évidemment, les salariés, les clients et de manière plus générale les acteurs de la société dans laquelle l'entreprise est immergée. Par exemple, le système d'enseignement supérieur et de recherche, pour moi, est un stakeholder, est une des parties prenantes très importantes de l'entreprise. Et l'entreprise doit évidemment connaître ce partenaire, être à son écoute, mais aussi lui dire quelles sont ses attentes à elle, l'entreprise, ses besoins. Bien, donc voilà ce qu'est la gouvernance d'entreprise ou la recherche d'une bonne gouvernance. Comment combiner, concilier au mieux la recherche de l'efficacité, de la performance et in fine du résultat économique et financier, bien sûr, avec la sécurité et la bonne prise en compte des attentes de ces partenaires, de ces stakeholders, comme l'on dit aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, pour résumer en une phrase que je viens de vous dire, la gouvernance d'entreprise, c'est l'optimisation du jeu collectif des acteurs, des grands acteurs de l'entreprise, que sont les dirigeants exécutifs, qui dirigent au quotidien l'entreprise, les administrateurs qui orientent et contrôlent l'action de la direction, les actionnaires. Dans une entreprise privée, ils sont les propriétaires, les copropriétaires, et à ce titre, ils ont tous les droits attachés à la propriété. Et puis,
les autres parties prenantes, au premier rang desquelles peut-être les salariés. Je dis peut-être parce que je crois que les clients sont aussi importants, évidemment, pour assurer l'avenir et le développement de l'entreprise que les hommes et les femmes qui, tous les jours, font l'entreprise. Les uns et les autres sont des partenaires, évidemment, essentiels. Donc, voilà, en guise de rappel, pour bien définir ce dont je vais vous parler dans les quelques minutes qui viennent. Alors, la gouvernance d'entreprise, la crise et l'après-crise. Bon, on va partir de la crise et je vais vous livrer mais de manière très sommaire, parce que je veux surtout vous parler de la gouvernance d'entreprise, bien sûr, mais je vais vous donner ma lecture de la crise économique et financière et surtout de la crise financière que nous vivons depuis l'été 2007. Pour moi, il y a 4 crises qui se croisent et qui s'alimentent les unes les autres ou l'une l'autre. 4 crises. Il y a une crise du système de régulation des acteurs et des marchés de la finance. Je vais y revenir en quelques phrases. Il y a une crise de la gouvernance des acteurs financiers, des entreprises financières. Il y a une crise de l'éthique collective des acteurs de la finance. Et enfin, il y a une crise dont personne ne parle jusqu'à présent, mais elle est dans les esprits. Et à mon avis, très vite, le sujet va émerger dans le débat public et économique. Il y a une crise du modèle économique des grands acteurs de la finance mondiale, et en particulier des grandes banques. Je pense que le modèle économique de la banque sur lequel on a vécu et qui a produit une rentabilité par moments très exceptionnelle, on va y revenir, je pense que ce modèle économique est en train d'imploser sous nos yeux et qu'il s'agit maintenant pour les acteurs de reconstruire leur modèle économique. Donc je dis un mot des 3 sujets qui ne sont pas les sujets principaux qui nous réunissent. Une crise de la régulation des acteurs et des marchés de la finance. Je devrais dire la régulation et la supervision, la surveillance, le contrôle. Si je veux faire court, synthétique, je dirais que le système mondial de régulation et de supervision des acteurs et des marchés de la finance a révélé des déficiences et à vrai dire des points de rupture extrêmement graves pour 3 raisons principalement. 1, les métiers de la finance, tous, même la banque de détail d'une certaine manière, sont des métiers qui se développent, qui s'exercent à l'échelle du monde. BNP Paribas opère dans ces différents métiers dans 85 pays. La Citibank dans plus de 120 pays. Donc il y a une réalité qui est la mondialisation des activités financières. Et en face, les systèmes de régulation sont restés nationaux pour l'essentiel. Un début de régulation régionale en Europe, bien imparfaite. Bien. Donc, des acteurs mondiaux et des régulateurs, des contrôleurs nationaux. On voit tout de suite le problème qui résulte de cette discordance. Deuxièmement, beaucoup d'acteurs et beaucoup de régulateurs et de superviseurs du monde de la finance ont été emportés, et il faut le dire, débordés
par la complexité croissante des techniques, des produits, des marchés de l'argent. Je ne sais pas à quel moment il faut situer le point de rupture où, dans les grandes maisons de finance, banques, compagnies d'assurance, gestion d'actifs, chez les régulateurs, dans les banques centrales, dans les commissions bancaires, dans les autorités de marché, il y a un moment où on ne comprend plus, on ne suit plus, dans leur extrême complexité, le développement des activités, des produits, des marchés. Il y a une perte de contrôle. Ça, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, dans le système financier mondial, il y a encore aujourd'hui, mais on s'en occupe, des acteurs, des marchés, des producteurs qui échappaient à toute régulation, toute surveillance véritable, et qui s'exonéraient, qui plus est, des principes de base de transparence et d'accountability, le devoir de rendre des comptes. L'accountability, c'est un principe qui a accompagné la finance depuis Babylone. Quand on fait métier de travailler sur l'argent, avec l'argent, on rend des comptes à ceux qui vous prêtent de l'argent, qui vous déposent de l'argent, et à ceux à qui vous prêtez de l'argent. Ce principe millénaire a été perdu de vue. Et donc le système mondial de régulation, de supervision a disjoncté. Il a disjoncté. Sur mon dernier point, des acteurs, des marchés, des produits financiers échappant à toute forme de régulation, de règles, de contrôle, à toute exigence de transparence, paradis fiscaux, centres financiers offshore, non régulés, pas de superviseurs, pas de contrôleurs réels, des produits, des fabricants de produits qui opèrent eux-mêmes à l'écart de toute règle et de toute surveillance, les hedge funds en particulier, les fonds spéculatifs, ni règles, ni autorité de surveillance, aucune transparence sur ce qu'ils font, les risques qu'ils prennent, les actifs qu'ils gèrent, rien. Une boîte noire totale. Ils géreraient à la fin de l'année 2007 2000 milliards de dollars. On confie la responsabilité d'évaluer des entreprises ou des collectivités publiques à des agences privées indépendantes, les fameuses agences de notation, qui ne sont régulées par personne. Personne. Et on voit apparaître dans les marchés des acteurs avec des fonctions diverses, des courtiers, des réassureurs, des rehausseurs de crédit qui donnent leur garantie à des obligations, à des produits financiers complexes, des produits dérivés. Ils apportent leur garantie, ils rehaussent le crédit, eux-mêmes ne sont régulés par personne. Voilà, j'arrête là sur mon premier point, les carences, et il faut bien le dire, la défaillance, pas générale, mais la défaillance du système de régulation et de surveillance de la finance pratiquement partout dans le monde, avec une rupture, ça n'est plus de la défaillance, une rupture au cœur du système, quand les autorités de régulation et de surveillance
du monde financier aux États-Unis renoncent ou n'ont plus les moyens de contrôler un pan immense de la finance américaine. La crise démarre au printemps 2007 avec les fameux subprimes. Les subprimes, ce sont des crédits immobiliers, hypothécaires, faits à des ménages qui n'ont aucune capacité de les rembourser. Voilà le point de départ. Et qui propose ces crédits, qui va les vendre dans l'Amérique profonde, en Arizona et dans le Nevada, des courtiers de banque qui ne relèvent d'aucune autorité de contrôle. C'est une histoire folle, folle. Au cœur du système financier mondial, une grande partie de la finance américaine est en dehors de tout contrôle, de toute règle véritable. Bon, donc évidemment, cette crise majeure, gravissime du système mondial de régulation, là on est du côté de la régulation publique, je n'ai pas encore parlé des acteurs. Il faut d'urgence y porter remède. Je pense que le G20 de la semaine dernière a commencé à le faire avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Il a, en tout cas en termes d'objectifs, de thèmes à traiter dans le champ de la régulation, de la supervision, il a bien identifié les points de défaillance, comment faire émerger en Europe et au niveau international, sinon un régulateur mondial, ça, on n'y est pas, mais une véritable coopération, coordination entre les régulateurs de banques, d'assurances, de marchés de capitaux. Comment replacer dans le champ de la régulation, comment replacer sur l'écran de contrôle les acteurs qui y échappent, les hedge funds, les agences de notation, les produits dérivés, les marchés dits de gré à gré, et puis les paradis fiscaux et les autres centres financiers offshore. Tout ça est dans le relevé de conclusion du G20. Donc, de mon point de vue, le G20, c'est-à-dire le directoire économique mondial, parce que c'est ça le G20. Le G20, ce sont les 20 principaux pays au plan économique qui, à eux seuls, réunissent 85% du PNB mondial et réalisent 90% des échanges économiques et financiers. On a maintenant enfin, ça c'est une vraie nouvelle aussi, un directoire économique mondial qui représente, qui correspond à ce qu'est réellement l'économie mondiale. Ça n'était plus le cas du G7, G8 par exemple, ni même du FMI tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent. Bon, donc crise de la régulation, maintenant bien analysée, mais au prix de quels dégâts? Je vous rappelle les deux chiffres rendus publics, l'un hier, l'autre ce matin. Les mesures de recapitalisation ou de garantie aux banques en difficulté. En Europe, nous sommes à 3 000 milliards d'euros et aux États-Unis, nous en sommes à 4 300 milliards de dollars. Voilà, ça mérite un instant de silence parce que ce sont des chiffres qui inspirent le respect, comme on dit. Donc, crise de la régulation. Avant de développer un tout petit peu plus la gouvernance d'entreprise,
Crise de l'éthique collective des acteurs. Je ne vais pas développer ce point-là, mais je vous dis ce que, pour ma part, avec d'autres, je mets là derrière. Depuis que le monde est monde et depuis qu'on a initié le commerce de l'argent, j'ai dit Babylone, il y a des valeurs, il y a des principes fondamentaux dont les acteurs de la finance, quand on fait de la finance, c'est un peu plus qu'un commerce courant. Il y a une fonction d'intérêt collectif pour l'économie et pour la société dans son ensemble. Donc, quand on fait de la finance, il y a des valeurs, il y a des principes qui sont incontournables. Et on pouvait penser que, au bout de 4000 ans, ces principes étaient inscrits dans les gènes, dans le référentiel de chaque banquier, chaque gestionnaire d'actifs, chaque assureur. Eh bien non. Eh bien non. Certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux ont perdu les valeurs fondamentales et le référentiel. Alors, je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais et puis, ça va vous paraître d'une banalité absolument consternante. Quand on fait commerce de l'argent, on doit être intègre, on doit être honnête, on doit toujours faire passer en premier les intérêts du client avant les siens propres. On doit éviter d'être en conflit d'intérêts entre l'intérêt social de sa banque, de sa société et ses intérêts personnels particuliers. On doit rendre des comptes, accountability, et en particulier à ceux qui vous confient en confiance, confiance, la responsabilité de gérer leur épargne, leur patrimoine, leur flux financier, ou qui se tournent vers vous pour assurer le financement de leur développement, des entreprises. On doit rendre des comptes. On doit opérer, même si on n'est pas coté en bourse, avec transparence. Par exemple, depuis, je ne sais pas si c'est Babylone là, mais en tout cas en Grèce, toute banque devait établir des comptes et les rendre publics vis-à-vis des déposants. J'établis un bilan, j'établis un compte d'exploitation. Je rends des comptes. Parce que le commerce de l'argent, ce n'est pas un commerce comme un autre. Bien. Pardon de toutes ces banalités, mais je les rappelle parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui les ont complètement perdus de vue. Perdus de vue. Emportés par l'appât du gain à court terme, la cupidité, l'enrichissement le plus rapide possible. Voilà. Donc, il va falloir aussi, c'est un autre chantier, on y travaille, on y réfléchit à l'IFA, reconstruire ce que j'appelle l'éthique collective des acteurs de la finance, et même sur certains sujets, certains points, des acteurs de l'entreprise en général, confère le sujet des rémunérations des dirigeants. Crise du modèle économique des grands acteurs de la finance, et en particulier des grandes banques. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais pour moi, c'est un sujet absolument essentiel. Je vais résumer donc, schématiser les choses de la manière suivante. Dans les grandes banques internationales,
BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, Barclays, Citibank et quelques autres, mais je ne cite que les grandes. Vous aviez, ces grands acteurs ont développé une palette de métiers, de produits, de services, avec 4 blocs principaux, pour faire simple: la banque de détail, collecte de dépôts, gestion de l'épargne et crédit. Pour les entreprises, pour les ménages, pour les collectivités publiques, les États, bien, la banque de détail, exercée encore largement sur une base nationale, voire régionale et locale. Il y a des banques régionales, il y a des banques locales en France et qui se portent plutôt mieux que les grandes banques, pour la plupart d'entre elles. Donc la banque de détail. Deuxième métier qui s'est développé, un beau et utile métier de la finance, le métier dit de la gestion d'actifs. Des épargnants, des entreprises confient à des établissements spécialisés le soin de placer, d'investir, de faire fructifier, mais aussi de protéger leur argent. Gestion d'actifs. Deuxième grand métier que l'on retrouve dans toutes les grandes banques, dans toutes les grandes compagnies d'assurance internationales également. Troisième métier qui a pris une extension qui s'est dilatée de manière incroyable dans les 10 dernières années, le métier qu'on appelle aujourd'hui, ou les métiers de banque de financement et d'investissement. Banque de financement, ça veut dire financement des grandes entreprises, des grands groupes. Banque d'investissement, ça veut dire les montages financiers, la banque d'affaires, comme on l'appelait autrefois, les fusions, les acquisitions, les offres publiques d'achat, les financements dits structurés ou complexes, financement de projets, LBO, et puis, bien sûr, les métiers de marché, les métiers de négoce dans les marchés d'actions, les marchés de titres de créances, ou d'autres marchés, les marchés de matières premières. Bien. Ces métiers-là ont connu un développement, une dilatation absolument phénoménale dans les 10 dernières années surtout, à tel point qu'il y avait de grandes banques dans le monde que l'on enviait, que l'on considérait comme les aristocrates de la banque, qui ne pratiquaient que ce métier-là. C'est Goldman Sachs, c'est Merrill Lynch, les maîtres du monde, ceux qu'on venait écouter à Davos tous les ans, les maîtres du monde. Et puis il y avait un quatrième groupe, je ne sais pas s'il faut appeler ça un métier, en tout cas c'est une activité qui s'est beaucoup développée, qui a généré beaucoup de résultats et de rentabilité, jusqu'à une date récente en tout cas. Les banques, évidemment, ont des fonds propres, elles ont des réserves, elles doivent en avoir, c'est la réglementation le leur impose, et elles ont progressivement géré de manière de plus en plus active, en recherchant le meilleur rendement possible, la masse de leurs fonds propres et de leurs réserves, ce qu'on appelle dans les grandes maisons l'activité pour compte propre. Au moment où la crise s'enclenche, 2007, début 2007, regardons quel est le compte d'exploitation d'une grande banque. Je ne parle pas des Goldman Sachs, Merrill Lynch, mais une grande banque multiservices, multimétiers, avec des savoir-faire, des systèmes solides,
un crédit de premier rang, BNP Paribas, Barclays, Fortis, UBS. Dans ces grandes banques-là, au moment où la crise commence, les deux dernières familles d'activités, de métiers, la banque de financement et d'investissement et la gestion pour compte propre, représentent dans la formation de leurs résultats entre 35 et 70%. C'est-à-dire que cette partie de l'activité bancaire, qui était balbutiante il y a 15 ans ou 20 ans, est devenue l'essentiel. Les deux réacteurs principaux, en termes de profitabilité, de génération de profit, BFI, compte propre. Et c'est le moment où les banques, partout dans le monde, annoncent qu'elles sont à 12%, 15% de rendement sur les fonds propres qu'elles font travailler, et elles annoncent au marché, à leurs actionnaires, et au marché en général, notre objectif, c'est 20%, 25%, 30% de ROE. Le prix de l'argent, au même moment, l'inflation est tombée à 3, 2,5, 3 en Europe, en Amérique du Nord, 0 au Japon. Et le prix de l'argent est à court terme 1 à 2 points au-dessus de l'inflation, 3, 4%. Long terme, 3 à 4 points au-dessus de l'inflation, 6, 7%. Voilà. Donc, vous avez une économie qui croît à 3% en moyenne mondiale. En Europe, plutôt 2, 2,5. Vous avez un taux d'inflation à 3. Et vous avez des taux d'intérêt à 4 à court terme, 6, 7 à long terme. Et il y a des acteurs qui annoncent, et non seulement ils l'annoncent, mais ils le réalisent, qui disent, mais investissez dans mes actions, moi je vais vous assurer un rendement de 15, 20, 25, 30%. Voilà le modèle de la grande banque au moment où la crise s'abat. Je crois qu'il suffit de dire les choses comme je viens de les dire, pour comment, avec les sous-jacents économiques que j'ai rappelés, comment peut-on générer 20% de rendement sur des fonds propres en montant très très haut la prise de risque. Évidemment. Rendement, risque. Le rendement de l'investissement sans risque, j'achète des obligations du Trésor allemand ou du Trésor français, me rapporte 6, 7. Et donc, pour monter mon rendement à 15, 20, 25, 30, évidemment, il faut que j'accepte de prendre de plus en plus de risques dans mes métiers de banque d'investissement, dans mes métiers de marché de capitaux, dans le placement et la gestion de mes fonds propres et de mes réserves. Et généralement, sur le long terme, évidemment, il faut prendre des risques, hein, c'est la vie de l'entreprise. Mais quand on monte sa prise de risque, un jour ou l'autre, évidemment, les risques se matérialisent. Et ils se matérialisent dans des pertes, dans des dépréciations. Voilà. Nous sommes exactement là. Est-ce qu'il est imaginable
que dans 18 mois, dans 2 ans, on a passé le noyau du cyclone. Est-ce qu'il est imaginable que les grandes institutions financières dans le monde repartent sur le même business model? Je n'ai pas la réponse. Enfin, je sais ce que je recommanderais pour ma part. S'il vous plaît, ne recommencez pas vos extravagances. Personne ne vous demande de produire tous les ans du 25% de ROE. Ayez une gestion moins exposée au risque, avec un meilleur mixte, un meilleur équilibre entre le rendement, la rentabilité escomptée et les risques que vous prenez. Voilà aujourd'hui ce qu'on a. Il y aura peut-être des avis différents dans l'assistance. Voilà ce qu'on a tous envie aujourd'hui de dire à des banquiers qui sont en train de mobiliser des fonds publics à hauteur des chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure. Bon. Donc il va falloir reconstruire le modèle économique des grandes banques et des grands acteurs de la finance. Voilà, je termine, pardonnez-moi, j'ai fait un long détour par la gouvernance d'entreprise. La crise a révélé des faiblesses, des déficiences dans la gouvernance d'entreprise sur, me semble-t-il, 5 points, je les énumère très vite. 1, la gestion des risques, qu'on appelle aujourd'hui le contrôle interne des banques, des compagnies d'assurance et d'autres acteurs financiers. On pensait avoir des procédures, des outils, des fameux modèles d'évaluation des risques très robustes. Bien, la crise a montré malheureusement que ça n'était pas le cas, pas toujours le cas en tout cas. Et deuxièmement, évidemment, la crise conduit à demander au conseil d'administration de renforcer son rôle, ses moyens d'action dans le champ de la maîtrise des risques. Ça n'est pas le conseil d'administration qui va gérer les risques de l'entreprise, les multiples risques de l'entreprise au quotidien. Non, ça c'est l'action du management. Mais il est évidemment dans les missions d'un conseil d'administration. Et aujourd'hui, on le lui rappelle avec beaucoup de force, de se donner les moyens, de connaître, d'évaluer, d'apprécier l'efficacité, la fiabilité des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques qui sont mis en œuvre dans l'entreprise. Je ne développe pas, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup dans notre institut en ce moment. Nous travaillons avec les contrôleurs de risques d'entreprises et de banques et leur association professionnelle qui s'appelle l'AMRAE, le conseil d'administration, le comité d'audit, le comité des risques, lorsqu'il y en a un dans le conseil, et le suivi et la gestion des risques. Quel rôle pour le conseil et comment fait-il? Bon, je ne développe pas simplement une annotation peut-être. Il nous paraît indispensable aujourd'hui que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et en particulier des entreprises financières, il y ait au moins un ou quelques administrateurs qui aient une véritable connaissance et expérience en matière de gestion des risques. Dans le conseil de Lehman Brothers, il n'y avait pas une personne qui avait géré des risques financiers dans sa carrière. Bon. Donc, gestion des risques, contrôle interne.
Deuxième domaine dans lequel les conseils doivent renforcer leurs moyens d'action, leur professionnalisme aussi, tout ce qui tourne autour du choix, de l'évaluation et de la rémunération des dirigeants de l'entreprise, des mandataires sociaux, également des membres du conseil d'administration. Il faut développer des processus professionnels, plus collégiaux, au niveau du conseil, dont c'est le rôle. C'est le conseil d'administration qui nomme les dirigeants mandataires sociaux, qui évalue leur performance, qui détermine leur rémunération et qui prépare leur succession. Dans tous les pays du monde, c'est le travail du conseil d'administration que de faire cela. Encore faut-il évidemment se doter de l'indépendance, disposer de l'indépendance, de l'expertise, des moyens, du courage de faire ce travail. Par exemple, définir tous les éléments de la rémunération des principaux dirigeants. Bien. Le conseil est comptable devant l'Assemblée générale des actionnaires des décisions qu'il prend, mais c'est lui qui décide. Lui et personne d'autre. Et personne d'autre. Ça n'est évidemment pas l'État ou le législateur, comme on l'entend à peu près tous les jours sur les ondes, qui va fixer les rémunérations des dirigeants d'entreprises privées. Ou alors on est dans un autre système. Hein. Je ne pense pas que ça soit l'intention ou l'objectif. Donc voilà une deuxième mission, une deuxième fonction du conseil d'administration dans la gouvernance qu'il faut absolument renforcer, professionnaliser. Et puis, on doit veiller aussi à recruter dans les conseils des administrateurs à la fois indépendants, courageux, engagés, et puis évidemment qui ont une compétence, une expertise à apporter au conseil. Pas tous la même. Pas tous la même. Moi, je suis administrateur d'un magnifique groupe d'ingénierie pétrolière et gazière qui s'appelle Technip. J'ai rien à vous dire sur les techniques de forage en offshore dans le domaine pétrolier et gazier. Je suis absolument nul. Ma contribution, mon apport au conseil est nul sur ce sujet. En revanche, quand il s'agit de décortiquer les comptes, d'analyser les risques, ou de regarder l'information financière, ça je sais faire parce que je l'ai appris depuis 35 ans. Voilà. On n'attend pas de chaque administrateur exactement le même apport, la même expertise. Mais il faut que le groupe, le mixte des compétences soit le bon, et puis surtout que les administrateurs qu'ils aient le courage d'exprimer leur opinion, parfois de dire non à des dirigeants d'entreprise, charismatiques, historiques. Bon, donc il faut qu'on travaille là-dessus, choix des dirigeants, des administrateurs, évaluation, tous les ans maintenant dans les conseils, en tout cas les conseils qui font leur travail, on a une très longue séance consacrée à évaluer le travail de l'équipe dirigeante, définir les critères de performance qu'on lui fixe, et puis même chose, il faut aussi évaluer le travail des administrateurs, de chaque administrateur. Voilà un deuxième domaine dans lequel nous devons avancer, nous devons progresser. Troisièmement, la stratégie et le rôle du Conseil. Là, c'est un chantier que nous avons conduit fin 2008. On a publié un rapport des recommandations sur la question-là, cette question-là. Bon, quelle est l'idée là? Une bonne stratégie d'entreprise, elle est co-déterminée par l'équipe dirigeante,
le management, c'est lui qui propose le projet stratégique. Mais la stratégie est codéterminée entre l'équipe dirigeante et le conseil d'administration. Le conseil d'administration en vérifie la mise en œuvre. Est-ce que le projet stratégique est bien mis en œuvre dans les décisions majeures qui sont prises ensuite en matière d'investissement, en matière d'acquisition, en matière de partenariat? Est-ce qu'on est bien dans la ligne de la stratégie définie? Et est-ce que les résultats, les objectifs que l'on se donne en termes de développement de l'entreprise, est-ce que les résultats sont bien au rendez-vous? Bien. Quand on regarde les accidents parfois meurtriers, voire mortels, pour certaines grandes entreprises, on se dit qu'au plan de la conduite stratégique, il y a eu dans quelques entreprises, pas tous, pas toutes, certaines ont fait de bons choix, ont eu de bonnes anticipations, beaucoup d'entre elles. Enfin, l'industrie automobile américaine, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ce n'est pas seulement le problème de la crise actuelle. Elle a tout faux. Sur les produits, les technologies, le marketing, le développement international, la gestion financière, tout faux. Tout faux. Voilà. Donc, quel rôle, quel apport le conseil d'administration peut-il apporter pour essayer, on est dans des sciences humaines, hein, donc évidemment il n'y a aucune assurance 100%, mais essayer de définir la meilleure stratégie, celle qui correspond le mieux aux forces et aux faiblesses de l'entreprise, et ensuite pour bien piloter la mise en œuvre de la stratégie. Troisième domaine, puis le dernier, on n'en parle pas beaucoup en ce moment parce que, bon, il y a des enjeux de survie qui emportent tout le reste, hein. Mais dans la stratégie et dans l'évaluation des performances d'une entreprise, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire davantage de place à des critères de performance qui ne sont plus seulement ou strictement économiques et financiers? Évidemment, la performance économique reste au centre de tout. Mais il y a d'autres dimensions de l'action d'entreprise vis-à-vis de l'environnement, de l'usage qu'elle fait des ressources rares de la planète, de la gestion de son capital humain, des relations qu'elle entretient avec la société dans laquelle elle opère. Comment va-t-on mieux prendre en compte, mieux évaluer, rendre compte aussi de l'action des entreprises selon ces critères-là de performance et de réussite? Voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti pour la présentation. Je pense que vous avez compris de mon propos, et peut-être est-il un peu trop... je me suis peut-être un peu laissé emporter par mon élan, mais je fais partie de ceux qui pensent que le monde économique et financier de demain ne sera pas celui d'hier. Qu'on est à la veille d'une reconstruction, refondation, tout ce que vous voulez. Les mots n'ont pas manqué, notamment dans la bouche de notre président de la République. Mais oui, on est à la veille d'une recomposition, d'une refondation du système économique et surtout du système financier mondial. Et
et on en aperçoit seulement les prémices. Il y a des chantiers qui sont ouverts, qui ont été ouverts par le G20, d'autres qui sont ouverts par les acteurs de l'entreprise. Nous y contribuons à l'IFA en ayant, on aborde toutes ces questions avec le regard de l'administrateur de l'entreprise, hein, qui peut sur certains points il est évidemment complémentaire et il doit enrichir l'action de l'équipe dirigeante. Mais le regard de l'administrateur peut être un peu différent, un peu décalé par rapport à celui du dirigeant. Donc, oui, je pense qu'on a devant nous un chantier gigantesque de refondation du capitalisme, de l'économie de marché, au niveau mondial. C'était très impressionnant tout de même, la photo du G20 à Londres. Je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi, quand ils sont tous là autour de la reine. D'abord la reine, admirable, la reine d'Angleterre. Elle a son propos d'accueil. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Magnifique, magnifique. Elle avait tout dit en une phrase. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et cette femme, pleine de sagesse, d'expérience, etc., elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce qui a disjoncté. Bien. Donc la reine. Mais ce n'est pas de la reine dont je voulais parler. Mais vous regardez la photo. Et moi, je connais un petit peu ce genre de réunion, puisque j'étais Sherpa, comme on dit, donc j'ai participé à de nombreuses réunions du G7, du Conseil européen sur le strapontin derrière les ministres. Bon, sur la photo, mais on dit, mais celui-là, celle-là, mais qui est-ce? Qui est-ce? Et bon, moi, ce qu'on m'a raconté des réunions, Lula, le Brésilien, Singh, l'Indien, Rin Jintao, le Chinois, la première ministre d'Indonésie, je n'ai même pas mémorisé son nom. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me donner son nom? Non, personne. Mais vous vous êtes posé la question, qui est la deuxième femme sur la photo? Angela Merkel, on la connaît, mais qui est la deuxième femme? Eh bien, elle dirige le 5e pays du monde par la population. Voilà. Donc, c'était très impressionnant quand même, hein, cette réunion. Pour la première fois, oui, la communauté internationale est là, est réunie, confrontée à une crise gravissime, et ils cherchent des réponses en commun. Ils apportent des débuts de réponse, des éléments de réponse en commun. Voilà, si on voulait une illustration, une image de la mondialisation, de la réalité de la mondialisation, elle était là dans la photo et dans le relevé de conclusion du G20. Pardon, j'ai été beaucoup trop long dans mon propos introductif. Merci. On va passer la parole à la salle. Première question. Peut-être via le micro. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire, je vais porter un peu la voix. Vous évoquez à raison la nécessaire compétence et contribution d'un administrateur. C'est un métier souhaité, il faut toutes les compétences parce que vous bonne mayonnaise pour faire un bon conseil d'administration. Mais quelle relation avec l'administration, avec la rémunération vous pouvez imaginer pour un administrateur? Oh, en France, la réponse est simple. Elle mérite peut-être d'ailleurs, c'est une question qu'on peut ouvrir ou réouvrir.
Le seul mode de rémunération des administrateurs de société en France, c'est les jetons de présence. L'Assemblée générale vote une enveloppe annuelle qui est répartie entre les administrateurs. Aujourd'hui, une partie fixe, la même pour tous, moins de la moitié maintenant, et une partie variable fonction de l'assiduité et des responsabilités ou de la charge de travail des uns et des autres. Quand on participe à un comité, type comité d'audit par exemple, quand on préside un comité d'audit, ce qui est mon cas, le comité d'audit double ma charge de travail par rapport au conseil plénier. Donc, voilà, il y a une rémunération variable qui tient compte de ces éléments, mais le seul mode de rémunération, c'est le jeton de présence, qui est assimilé en droit et en fiscalité, hélas, à des revenus de capitaux mobiliers. C'est-à-dire que, contrairement au salaire ou à d'autres modes de rémunération du type des options, des actions de performance, etc., les jetons de présence n'ouvrent droit ni à abattement, ni à déduction, sauf tout de même, l'administrateur peut déduire de ses revenus les dépenses de formation qu'il engage. Voilà le régime actuel. Deuxième point, les administrateurs en France ne sont pas très bien rémunérés pour l'instant. Sur le CAC 40, en moyenne 50 000 € par an. C'est la moitié de la rémunération de l'administrateur au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et un tiers de la rémunération de l'administrateur nord-américain, États-Unis, Canada. Donc la fonction n'est pas très bien rémunérée, ça s'est un peu amélioré dans les années récentes, mais bien. En dehors des présidents de conseils d'administration non exécutifs, qui eux sont parfois très bien rémunérés, mais pour une autre raison, comme ils étaient dirigeants exécutifs auparavant dans un cas sur deux, on leur attribue une rémunération qui est intermédiaire entre ce qu'ils avaient comme numéro 1 exécutif et ce qu'ils ont comme président non exécutif du conseil. Donc, il y a certains présidents non exécutifs qui ont une rémunération assez confortable dans les grandes sociétés. Dans le deuxième cercle, prenons les sociétés cotées, SBF 250. La moyenne des jetons de présence, c'est la moitié du CAC 40, c'est-à-dire 25-30 000 € par an. C'est vraiment une rémunération très, très modeste. Nous considérons à l'IFA, on a essayé de chronométrer un peu les choses, un administrateur qui fait bien son travail, qui est dans un comité, c'est 2 jours de travail plein temps par mois, donc 24 jours de travail plein temps par an, on va dire 1 mois et demi de travail plein temps. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui en fait son métier, on peut cumuler 5 mandats raisonnablement. Si on est bien organisé, on peut le faire, mais à condition que ça ne soit pas un accessoire, que ce soit vraiment une activité exclusive ou principale. À l'inverse, on a pris position là-dessus, mais bon, on a un peu de mal à être entendu pour l'instant. Pour les dirigeants exécutifs des grandes sociétés, on a dit pas plus de 2 mandats extérieurs, parce que comment
patron d'un groupe de 50 000 salariés peut-il consacrer déjà 2 fois 2 jours tous les mois à une société tierce extérieure? C'est déjà énorme. Dans le monde anglo-saxon, dans les conseils, vous n'avez pratiquement aucun dirigeant exécutif numéro 1, numéro 2. Aucun. Aucun, parce que leurs actionnaires n'acceptent plus qu'ils passent du temps dans d'autres entreprises. Voilà, un point très important enfin, c'est l'assurance responsabilité civile pour les administrateurs, pour ceux d'entre vous qui sont administrateurs. Vérifiez bien que votre société ou même votre mutuelle, votre association a souscrit pour vous une assurance responsabilité civile qui va couvrir les risques qui existent, et les risques d'être un jour mis en cause, condamné pour faute de gestion, d'avoir à faire appel à un avocat. C'est peu fréquent en France, très peu fréquent. Mais le risque existe et on sent monter la pression. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, il va y avoir en 2009-2010 des centaines d'actions intentées à l'encontre d'administrateurs, surtout dans les banques, par des avocats, par des actionnaires, par des gens qui font métier de ça, des sociétés de proxy, ou des avocats qui organisent ce qu'on appelle des class actions, des actions collectives. Ils ramassent des mandats d'actionnaires et puis ensuite ils s'efforcent d'obtenir le maximum de dommages-intérêts, le maximum d'argent. Ils rendent en moyenne la moitié de ce qu'ils obtiennent à leurs mandants, aux actionnaires, et l'autre moitié va dans leur poche. C'est devenu un des métiers les plus rentables à Wall Street. Et alors celui-là n'est pas frappé par la crise. Il va continuer à prospérer. Petit complément, excusez-moi. Est-ce qu'il est possible d'avoir des jetons dans les fondations ou dans les grandes associations? Alors ça, c'est une question qui est maintenant à l'ordre du jour. Faut-il rémunérer? Généralement, la question se pose d'abord pour le président. Parce que quand on préside activement, quand on préside sérieusement, une grande association, une grande fondation, oui, on y consacre à peu près le temps que j'ai indiqué. Moi, je consacre plus de 2 jours par mois aux fondations et ONG dont je m'occupe. Un jour et demi par semaine pour certaines d'entre elles. Bien. Donc la question commence à se poser, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la force de l'âge, très opérationnel. Le monde associatif, c'est pas seulement un monde de retraités. Je vous invite tout de même à préparer la dernière étape de votre vie active en réfléchissant à des engagements associatifs. Quand même, il arrive un moment, c'est une des choses utiles qu'on peut faire pour la société, de mon point de vue. S'occuper de ses petits-enfants et de l'intérêt général. Et en particulier des gens qui souffrent le plus dans notre société. Bon, donc la question commence à se poser, et dans certaines grandes associations, fondations, ONG même, le président, le vice-président, directeur général évidemment, sont rémunérés. Voilà. Mais il y a un débat, évidemment, certains disent, oui, mais c'est contraire aux valeurs associatives qui sont fondées sur le bénévolat et la gratuité.
c'est vraiment une... Il n'y a que des cas particuliers. Si on a besoin d'un président très actif, très engagé, il faut être prêt à lui faire une indemnité pour qu'il s'y consacre vraiment. Hein. Le président de l'UNICEF, par exemple, c'est un bon exemple. Mais lui, je crois qu'il ne fait que ça. Et il est rémunéré comme président. En France. Une question. Attendez s'il vous plaît le micro, parce qu'on est en train d'enregistrer. On a besoin que... Merci. Bonjour. Vous avez parlé de reconstruire l'éthique collective des acteurs de la finance. Est-ce que vous pouvez élaborer en termes de comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Oui, c'est une bonne question et j'ai pas la bonne réponse ou la réponse complète aujourd'hui. On a décidé de travailler donc à l'IFA sur ce sujet-là. Comment les administrateurs doivent-ils intégrer la fonction de veille et aussi de surveillance de l'éthique collective dans l'entreprise et en particulier de l'équipe dirigeante de l'entreprise qui doit donner le là, donner l'exemple. Comment? Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dotées d'une charte éthique, d'une charte des valeurs, d'un référentiel. Et dans certaines entreprises, ce document il est important. Il est distribué à tous les collaborateurs, notamment les jeunes qui rejoignent l'entreprise. Ce sont les valeurs et les principes d'action partagés de l'entreprise. Danone. Enfin, je n'ai jamais fait l'expérience, mais on me l'a raconté. Vous êtes recruté chez Danone, dans la mallette d'une jeune cadre, ou non cadre d'ailleurs, mais de jeune cadre, il y a une série de documents. Ils ont inventé un mot pour le dire, c'est la Danone Way, la manière de faire Danone. Et ce référentiel, il est fondamental hein, dans toutes leurs réunions de travail. Alors, il y a peut-être des hommes ou des femmes Danone dans la salle qui en parleraient mieux que moi. Bon, donc ça c'est une première chose, charte, code de valeurs, de principes, d'action partagée. On peut évidemment ensuite décliner ce corpus de valeurs et de principes d'action dans des directions différentes. Je vous donne un ou deux exemples. Dans une société où je suis, il y a principe d'action pour faire du commerce, business principle, pour faire du commerce à l'étranger, à l'international. Et là-dedans, on va traiter comment prévenir les risques de corruption, comment respecter des salariés ou des partenaires ou des clients qui ont une culture différente, comment assurer la diversité, lutter contre les discriminations, etc. Donc on peut décliner la charte des valeurs, qui est en quelque sorte le référentiel commun du haut, dans des codes ou des codes. Parfois c'est très pratique. Hein. J'utilise des mots qui vous font peut-être penser que j'assimile l'éthique à la religion. Non, ça prend des formes extrêmement concrètes, extrêmement pratiques. Par exemple, je prends un exemple. Je m'intéresse beaucoup à la lutte contre la corruption.
il y a des entreprises qui ont édicté des règles très précises sur les cadeaux, les voyages, les repas d'affaires, etc. Tout ça est codifié. Bon. Donc ça, c'est une démarche. Deuxième démarche, il y a quelques conseils d'administration qui se sont dotés d'un comité spécialisé du conseil, comité éthique, comité RSE, responsabilité sociétale, comité environnemental, mais l'environnement n'est qu'un aspect des choses. Bon. Et ce comité prend en charge des champs d'action de l'entreprise qui souvent ne sont pas très bien couverts par les conseils et par les autres comités du conseil. Par exemple, tout ce qui a trait à l'environnement ou à la gestion du capital humain, de l'actif humain. Une fois par an, on discute, on regarde le rapport annuel. Il y a souvent un rapport développement durable qui est annexé au rapport annuel. Donc on en parle une fois par an, mais ça reste une matière un peu secondaire. Et il y a des entreprises qui ont dit non, c'est pas secondaire. Il faut que le conseil d'administration en débatte, fixe des principes d'action, des lignes directrices, que ceci soit ensuite connu dans l'entreprise, diffusé dans l'entreprise par le management. C'est pas le conseil d'administration qui donne les règles de bonne conduite pour les salariés, hein, c'est le management qui le fait. Mais le conseil a été acteur dans la production des valeurs, des principes d'action, des bonnes pratiques aussi en la matière. Voilà. RSE, les quatre dimensions hein, de la RSE, l'économie, ça, on s'en occupe dans les conseils. Le social, l'environnemental et le sociétal. Alors, dans le sociétal, et ça peut être un enjeu pour le conseil d'administration, comment l'entreprise dialogue-t-elle et établit-elle des relations mutuellement profitables, comme on dit dans les chancelleries, avec toutes ces parties prenantes. Dans une association, un think tank que je préside qui s'appelle l'ORS, on a travaillé sur le Stakeholders Dialogue. Comment une entreprise peut-elle structurer les relations avec tous ces acteurs avec lesquels elle est appelée à travailler, qu'elle côtoie au quotidien. Par exemple, moi je suis dans le comité RSE d'EDF. EDF, on n'arrive pas à faire la carte. EDF a des centaines et des centaines de stakeholders. Quand EDF a un projet de nouvelle centrale à Flamanville, les collectivités locales, les associations qui s'intéressent au sujet de l'énergie, du nucléaire, évidemment tous ceux qui s'occupent de sécurité, bon, et puis, je disais tout à l'heure, le monde de l'enseignement, le monde de la recherche. Voilà, tout cela sont des partenaires pour l'entreprise EDF. Comment va-t-elle organiser ses relations avec tous ces stakeholders? Comment va-t-elle le faire de manière efficace, de manière utile pour elle, parce que l'entreprise EDF a beaucoup à apprendre de tout cela. Beaucoup à apprendre, évidemment. Il y a de l'expertise, il y a de l'intelligence chez tous ces acteurs. Voilà, ça c'est une question à la fois difficile et où le Conseil peut accompagner,
aider le management, notamment parce que dans le conseil, il y a des hommes et des femmes qui ont ce type d'expérience. Ouvrir le conseil à quelques chercheurs, économistes, acteurs locaux, et même, on ne fait guère, des représentants du mouvement associatif et ONG. Vous savez, sur le nucléaire, hein, dans le mouvement associatif, il y a des acteurs qui ont le même niveau d'expertise que les ingénieurs d'EDF. Hein. Ça, je peux vous le dire. Souvent, d'ailleurs, ce sont d'anciens ingénieurs d'EDF qui font une seconde vie et connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Hein. C'est utile pour EDF de dialoguer avec eux. Voilà. Le Conseil pourrait utilement se saisir de toutes ces questions, ce qu'il ne fait pas beaucoup pour l'instant. Bonjour, monsieur. Il y a un problème, j'ai vu votre discours est très intéressant, mais il y a à l'intérieur de l'entreprise maintenant une fonction qui s'est développée d'une manière considérable, c'est marketing. Et dans toutes les activités où il y a du service, on est dans un modèle qui est très biseauté et c'est très difficile aux dirigeants de voir comment ça se passe. Je donne juste un exemple. Vous prenez le secteur de l'automobile. Bon, l'automobile, eh bien, on peut dire ce que l'on veut au niveau des instances dirigeantes, mais quand on descend, par exemple, au niveau des services achats, eh bien, c'est la guerre avec les sous-traitants. On a la même chose, par exemple, avec les opérateurs télécoms. Vous passez chez un opérateur télécom, vous signez, et après, vous vous retrouvez avec des petits soucis, des frais dans tous les sens, et c'est jamais prévu, et personne ne va attaquer. Il n'y a pas de class action, pour revenir sur le fameux mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Et donc, on découvre, il y a un opérateur télécom qui s'appelle Nous, Numéricable, qui s'est payé gentiment de la tête de milliers de personnes qui ont passé des heures et des heures, et ça échappe, c'est très difficile. Alors, j'aimerais savoir comment, au niveau de votre fonction et de la morale, qui est une composante importante de la société, comment vous voyez cette évolution? La politique commerciale, les technologies, les produits, la relation avec les clients, la prospection, évidemment, c'est une responsabilité première du management. Et un administrateur qui siège une fois par mois au conseil ou dans un comité du conseil, c'est pas lui qui peut faire à la place de ceux qui ont la responsabilité de faire, de définir des politiques, de faire des choix de produits, d'actions commerciales, etc. Donc le conseil ne peut pas se... Là, il faut être très attentif à ne pas franchir une ligne rouge. Il ne faut pas que le conseil d'administration cherche à faire le travail du management. Il le fera mal, mais c'est pas son rôle. Même si dans le conseil, il y a des hommes et des femmes de grande expérience. Non, il n'est pas là pour ça. En revanche, au plan de la stratégie, et dans la stratégie, évidemment, le commercial occupe une place très importante. Là, le conseil, il a un rôle très important à jouer. Sa fonction première en matière de stratégie, c'est de challenger l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante, elle arrive, elle a une vision, elle a un projet, elle a des projets d'acquisition, d'investissement, etc. Et elle les apporte au conseil, c'est le conseil qui va décider. Hein, une acquisition, un investissement, décision du conseil. Là, le conseil a un rôle de, oui, challenger l'équipe dirigeante. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien dans ce métier que l'entreprise est la mieux placée pour se développer? Est-ce que c'est une bonne idée que d'envisager cette acquisition?
Et est-ce que vous avez pensé à cette entreprise-là qui pourrait... Voilà le type de débat qu'on a au niveau d'un conseil. Mais on reste... il y a maintenant dans toutes les sociétés, ou presque, il y a un séminaire stratégique annuel qui dure 1 ou 2 journées, et on va assez loin au fond des choses, par métier, par famille de produits. On essaie aussi de s'informer de ce qu'il y a dans les laboratoires de recherche. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question en disant cela. Le Conseil ne peut pas aller dans la gestion quotidienne, notamment en matière d'action commerciale. Ça, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens de le faire. Et surtout, il rendrait la gouvernance de l'entreprise inefficace. La situation dans laquelle déjà l'ancien dirigeant historique reste au Conseil, préside le Conseil, et a la tête par-dessus l'épaule du nouveau directeur général, moi je trouve que ce n'est pas une très bonne situation. Il faut donner à une équipe dirigeante la plénitude des moyens, réviser la stratégie, introduire un style de management nouveau, etc. Et si le dirigeant historique est toujours là, enfin bon, c'est un autre sujet. Je ne le développe pas, mais il me tient à cœur parce que je pense dans certaines entreprises françaises, il ne faut pas généraliser, mais dans certaines entreprises françaises, la capacité de renouveler en profondeur la stratégie, les modes de management, etc., me paraît moins grande que dans d'autres pays et dans d'autres entreprises. Je trouve les Canadiens, les Italiens, les Scandinaves, plus réactifs, plus créatifs, etc. Et un des éléments d'explication, c'est peut-être qu'on ne renouvelle pas assez fortement et assez franchement ceux qui ont la responsabilité de diriger, à vrai dire, puisque c'est de ça dont on parle. Bon, de ce point de vue-là, la crise, c'est pas agréable pour tout le monde ce que je dis en ce moment, mais la crise peut contribuer aussi à accélérer l'émergence d'équipes nouvelles. On voit on voit des quinquas, des cadras qui émergent en haut des plus grandes entreprises maintenant. Ça, c'est bien, c'est bien. Finalement, on a l'impression que vous recommandez une grande ouverture d'esprit au conseil d'administration pour aller vers une bonne gouvernance. Mais le problème, effectivement, c'est de l'avoir, cette ouverture d'esprit. Et on voit certains conseils d'administration qui n'ont pas du tout envie de s'ouvrir à d'autres compétences. Et donc là, on va forcément vers des problèmes. Donc ma question, ce serait, quand vous avez une équipe dirigeante, enfin des administrateurs, un conseil d'administration, une entreprise par exemple familiale, et que les administrateurs ne veulent pas s'ouvrir à d'autres compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, notre action ne peut être que pédagogique et incitative. On essaie de présenter, de valoriser de bonnes pratiques. Hier, avec notre secrétaire général qui était avec nous à la Martel, et je salue Christine Lecomte, notre responsable commercial à l'IFA, qui est aussi avec nous. Et l'un et l'autre pourront échanger avec vous dans un instant. Oui, nous étions hier avec le monde les acteurs du capital investissement, de la FIC, et bon, on leur a dit, vous avez besoin de trouver des administrateurs à la fois qualifiés, compétents, indépendants. Nous,
on peut vous y aider. On a un service d'offre de postes d'administrateurs en ligne qui se développe, qu'on voudrait développer. On offre des formations, bien sûr, pour ceux qui veulent améliorer leur pratique comme administrateur ou apprendre le métier. On a sur nos 2000 membres, il y en a 300 qui sont venus à l'IFA pour apprendre à être administrateurs, qui n'ont pas encore de mandat. Donc la formation, les bonnes pratiques, stimuler une recherche ouverte d'administrateurs, promouvoir mixité, diversité et apport d'autres expériences. On encourage tout ça, on a même fait des recommandations assez précises. Il y a 4 ans, on a dit objectif pour toutes les grandes sociétés cotées, au moins 20% de femmes dans les conseils, et là, c'en est toujours à 8%. Et même chose pour la diversité. La seule ouverture qui est... Oui, il y a un mouvement d'ouverture qui s'est fait réellement, c'est l'accueil d'administrateurs étrangers. On a près de 25% d'étrangers dans les conseils des grandes sociétés françaises maintenant. Ça, c'est très positif, très positif. Mais il faut poursuivre en diffusant de bonnes pratiques et surtout, alors c'est peut-être la démonstration par la preuve. Nous savons, au moins à l'IFA, mais il y en a beaucoup d'autres, on a identifié un vivier, il y a 1500, 2000 personnes qui ont toutes les qualités pour être de bons administrateurs. Écoutez, ils ne sont pas tous, je ne dirais pas que tous, demain rejoindre le conseil d'AXA et le comité d'audit d'AXA. Non, je ne dis pas ça. Mais pour siéger, apporter leurs compétences, leur savoir-faire, leur engagement aussi à des entreprises grandes ou moyennes, de tout secteur, de toute industrie. Oui. Peut-être pas les 2000 adhérents de l'IFA, mais chaque fois qu'on passe une offre de poste, il y a 15, 20, 25 candidatures, et celui qui a passé l'offre de poste, un dirigeant, un président de conseil d'administration en général, nous dit, vous savez, sur les 15-20 candidats que vous nous avez proposés, il y en avait au moins un tiers qui était vraiment très bon. Donc on a fait le test. Oui. Voilà, je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer. Et en même temps, des hommes et des femmes comme vous, qui ont l'expérience qui est la vôtre, si on n'y pense pas toujours, mais c'est intéressant d'être administrateur. C'est très intéressant. C'est une autre manière d'être dans la vie économique, différente du cadre dirigeant. C'est différent. Mais on est au cœur du cœur. Dans le conseil, on parle du cœur du cœur. La stratégie, les hommes, les risques. Voilà, donc peut-être un message à votre intention pour ceux qui ne sont pas encore administrateurs ou qui n'y avaient pas réfléchi. Moi, je vous invite à vous aussi ouvrir le jeu parce que vous pouvez créer un appel 209. Il y a pas mal d'X dans les conseils d'administration en France. On peut pas dire. Non, j'ai pas dit trop.
J'ai dit qu'il y en avait pas mal, il y en a autant que d'énarques. Donc, bon. Excusez-moi, juste le temps passe. Oui. C'est une dernière question, et on peut continuer Il y a aussi des choses à dire sur le rôle de l'Assemblée générale. À votre avis, dans la gouvernance, beaucoup disent actuellement que les Assemblées générales de cette année pourraient voir des remontées additionnelles. Comment voyez-vous ça cette année et les années à venir? Oui. Alors, les assemblées générales, mon premier mandat d'administrateur, 1982, bon, l'assemblée générale, même dans des grandes maisons, hein, il y avait 200, 300 actionnaires individuels qui venaient surtout pour le cocktail et le cadeau. Hein. Il ne fallait pas que ça dure trop longtemps parce que il y avait quand même beaucoup de retraités. Bon, on n'est plus du tout là. Hein. On n'est plus du tout là. On a des assemblées générales où on débat tonique, où l'équipe dirigeante, le conseil parfois est interpellé, et on attend de ce grand rendez-vous annuel entre les actionnaires, les dirigeants, les membres du conseil. On attend vraiment de la substance sur la stratégie, on veut évaluer la qualité de l'équipe dirigeante, on veut porter une appréciation sur les performances, sur la rémunération. Ça, cette année, on va en parler. Donc, l'Assemblée elle-même est devenue très vivante, oui, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, et un niveau d'exigence qui a monté chez les actionnaires individuels. Alors, il y a une deuxième assemblée générale, elle invisible. Les actionnaires institutionnels et professionnels, les gestionnaires d'actifs, les grands fonds, même phénomène, eux, souvent, ils ne sont pas à l'assemblée générale. Ils ne viennent pas, d'abord parce que plus de la moitié d'entre eux sont étrangers. Américains, anglais, allemands, Benelux, etc. Donc, ils ne participent pas physiquement à l'Assemblée générale, pour la plupart d'entre eux, mais en revanche, avant l'Assemblée générale, ils ont regardé de manière très attentive, très minutieuse, les résultats, les perspectives, les résolutions, les candidats proposés pour le Conseil, la rémunération des dirigeants, et, phénomène nouveau, ils votent en masse. Ils votent en masse. C'est-à-dire, on a franchi la barre des 50. Cette année, je pense qu'on pourrait franchir la barre des 60% de vote dans les assemblées générales. Donc, eux aussi, alors c'est à distance, mais ils ont fait le travail préalable d'analyse de l'actionnaire avisé. Et ils votent en conséquence. On a des résolutions qui sont contestées, on en a qui sont rejetées. L'an dernier, j'ai plus le chiffre exact en tête, il y a dû y avoir 6 ou 7% des résolutions qui ont été refusées à l'Assemblée générale. Mais, allez, un exemple, la semaine dernière, il faut dire que, bon, c'est un cas d'école. L'ancien président de la banque Royal Bank of Scotland, il est parti avec un beau parachute doré, comme on dit, mais surtout il s'est fait voter 2 mois avant son départ une retraite annuelle, 700 et quelques mille livres, 1 million d'euros, un peu moins d'1 million d'euros. Et le gouvernement britannique, les contribuables britanniques ont déjà mis 22 milliards
d'euros pour renflouer la banque. Ah, je peux vous dire que ça chauffe. Hein. Ça chauffe. Et donc, ce monsieur n'a pas la décence de dire non, je renonce à ma retraite exceptionnelle. Non, il ne veut pas. Et donc, en Assemblée générale, la résolution a été refusée par 91% des actionnaires. Le conseil d'administration l'avait accepté. Absolument. Donc le problème, Voilà. il n'est pas le conseil d'administration. Oui, oui, oui. C'est le conseil d'administration qui 2 mois avant avait voté. Vous avez absolument raison, mais le conseil... C'est ce monsieur qui... Oui. Le conseil d'administration qui laisse faire. Les deux, si je peux me permettre. Mais vous avez absolument raison. Dans la formulation de la rhétorique, vous avez Oui. assez suffisant. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des défaillances dans l'action des conseils d'administration, notamment dans le secteur financier. Non, vous avez absolument raison, le conseil avait pris une décision. Alors lui, il ne peut pas revenir dessus parce qu'il y a un contrat qui crée des droits pour l'intéresser. Et donc, juridiquement, si vous voulez, même après le vote de l'Assemblée générale, qui au Royaume-Uni est indicatif, monsieur, il est anobli en plus, c'est un noble, membre de la Chambre des Lords, Sir Fred Goody, il peut tout à fait camper sur ses positions en disant il y a une décision du Conseil, il y a un contrat qui m'attribue des droits, personne ne peut les remettre en cause, ni le gouvernement de Sa Majesté, ni le Conseil, il ne peut pas défaire ce qu'il a décidé, ni l'Assemblée générale, puisque au Royaume-Uni, son vote sur les rémunérations, pas sur les autres sujets, mais le vote de l'AG sur les rémunérations n'est qu'indicatif. Donc on va voir comment ça se termine. Le malheureux, sa maison a été entièrement incendiée aussi, hein, je dois dire. Ça, c'est une défaillance grave, c'est l'administration. Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous, je ne vais pas contester ce que vous dites. Légifère, ce que vous avez confronté du doigt tout à l'heure, on peut ne pas s'étonner. Oui, enfin c'est une banque. Ce n'est pas quand même toutes les banques qui ont pris ce type de disposition. C'est une banque. Mais dans le cas d'espèce, le conseil d'administration est gravement fautif. Je vous l'accorde très volontiers. Bon, pour prendre peut-être un élément positif et qui intéresse aussi un certain nombre de personnes ici, notamment il y a un certain nombre de consultants X, Mines, Pont, NCAE, Télécom, parce que le groupe XMC c'est cela aujourd'hui. Vous avez parlé des compétences et qualités nécessaires pour l'administrateur, j'ai noté la variété des compétences dans le conseil d'administration, être courageux, valeur importante. Mais jusqu'où faut-il être courageux? Parce que finalement, la solution la meilleure pour contrecarrer une décision ou empêcher un directeur général de prendre des risques qu'il ne comprend pas, comme certains directeurs généraux de grandes banques françaises l'ont dit en réunion privée, ce qui est quand même ahurissant, la seule solution, c'est la démission, ce qui n'est pas terrible. Donc être courageux et peut-être même inconscient, puisque finalement, on prend des risques sans réelle contrepartie financière. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ceci étant, c'est une mission certainement importante, passionnante. Je crois bien volontiers pour avoir eu ce type de mandat dans le passé et actuellement. Néanmoins, comment des consultants ayant des expériences de dirigeants, comme un certain nombre de personnes ici présentes, peuvent justement trouver des mandats et à la limite, comment peut-on entrer à l'IFA pour se former et peut-être trouver ces mandats? Bon, rejoindre l'IFA, l'équipe commerciale est là. Oui, c'est simple. Adhérer à notre association, on a tout de même une commission d'admission, hein, on n'admet pas absolument les yeux fermés, enfin toute personne honorablement connue et témoignant d'une expérience professionnelle peut rejoindre l'IFA et bénéficier évidemment de l'ensemble des
services de l'IFA. Sur la première partie de votre question, oui, vous l'avez dit vous-même, la manifestation ultime de l'indépendance et du courage de l'administrateur, c'est la démission. Alors il ne faut pas évidemment en abuser et démissionner à tout propos, mais il faut être prêt à le faire à tout point de vue. Il faut être prêt socialement à le faire, il faut être prêt financièrement à le faire. Bon, on perd une source de revenus, mais on doit s'organiser de telle manière que si on doit prendre la décision, l'aspect financier ne doit pas empêcher de la prendre. Alors j'ai appris hier, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Moi j'ai démissionné 2 fois d'un mandat d'administrateur. La première fois dans une entreprise publique, je peux le dire parce que c'est ancien, ça date de 20 ans. J'ai démissionné du conseil de Bulle où j'étais, parce que j'étais en désaccord et avec la stratégie et avec la manière du PDG de conduire l'entreprise à ce moment-là. Bon, donc j'ai démissionné. Comme j'avais été nommé par un arrêté conjoint des ministres des Finances et des ministres de l'Industrie, je leur ai fait une lettre pour expliquer les raisons de ma démission, que j'ai adressée au président, bien entendu, et à tous mes collègues du Conseil. Voilà. Alors, ce que j'ai appris hier, et je trouve vraiment que c'est une très bonne chose, dans le code de gouvernance britannique, le code dit Turnbull, lorsqu'un administrateur non exécutif démissionne, il doit faire une lettre pour expliquer les raisons de sa démission, et cette lettre doit être rendue publique par l'autorité de marché, c'est-à-dire la FSC à Londres, l'équivalent de l'AMF, la FSC. Je trouve que c'est une très bonne mesure, très bonne. Démissionner et expliquer pourquoi on a démissionné et l'expliquer au marché, aux actionnaires qui ont le droit de savoir, parce que ce sont les actionnaires qui nous ont choisis, qui nous ont nommés. Voilà, donc je vous soumets cette idée un peu détonnante, on va avoir quelques débats intéressants, mais je suis revenu d'une réunion internationale hier avec l'idée qu'il fallait que nous proposions cela à l'IFA. Merci à tous, merci à notre intervenant.